De retour sur le plateau de l'Africa Newsroom, nous sommes toujours accompagnés par nos éditorialistes Lucien Pambou, Gracien Okinikiza et Djemal Taleb. Tout de suite, le dossier du jour. Malgré les potentialités énergétiques importantes sur le continent, les tarifs pratiqués par les distributeurs d'électricité demeurent prohibitifs. En cause, l'état des installations et une demande qui ne cesse de croître face à une offre qui ne suit pas. Comme vous le montre ce reportage de notre correspondant en Côte d'Ivoire, Olivier Conan. L'Afrique de l'Ouest a un gros potentiel en matière de production d'énergie électrique. De nombreux fleuves sont propices à la construction de barrages hydroélectriques. Plusieurs pays disposent de réserves pétrolières et gazières pour alimenter les centrales thermiques. L'Afrique de l'Ouest est très ensoleillée pour tirer parti de l'énergie solaire. Malgré ces matières premières abondantes, les populations d'Afrique de l'Ouest ont des difficultés à s'approvisionner en électricité. Pourquoi les pays de la zone ne tirent pas profit de leurs ressources pour avoir de l'électricité de manière ininterrompue? Pourquoi le courant, comme on appelle l'énergie électrique, coûte si cher? Pour certains spécialistes, les États n'anticipent pas l'augmentation de la demande en énergie. De plus, les compagnies d'électricité font payer aux consommateurs leurs faiblesses. Si il n'y a pas d'optimisation au niveau du fonctionnement, on ne peut pas dire que tout ce qui est déficit doit être supporté par le consommateur. Bon, heureusement, récemment, la Société d'électricité du Sénégal a fait des efforts extrêmement importants en termes de maîtrise des coûts, plus de 50 milliards, et c'est ça qu'il faut. Parce qu'en fait, s'il y a un grand déficit, il faut voir de quoi est composé ces déficits. Est-ce que c'est dû uniquement à la facture du combustible? Est-ce que c'est dû à la vétusté des machines? C'est dû à quoi réellement? Est-ce que c'est dû à de la mauvaise gestion? S'il y a un mauvais choix sur les investissements par rapport à la production, s'il y a des mauvais choix quant à la maintenance, etc., ce qui est très souvent le cas, donc il y a des surcoûts qui font que le prix de l'électricité est extrêmement élevé parce que tout simplement, il répercute automatiquement aux consommateurs. La problématique du prix de l'électricité se pose également en Côte d'Ivoire, qui est le plus gros producteur d'énergie électrique dans la zone UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine. Le pays est interconnecté au Burkina Faso et au Mali. En 2013, les ventes à l'exportation représentaient 820 gigawattheures. Au plan local, les ventes s'élevaient à 5045 gigawattheures. Mais certains Ivoiriens se plaignent des fréquentes coupures d'électricité. Ils ne comprennent pas que leur pays exporte de l'énergie électrique alors que certaines localités en Côte d'Ivoire sont souvent dans le noir. On n'exporte pas dans les pays voisins en coupant l'électricité en Côte d'Ivoire. Je prends le Remblai. J'ai un incident de distribution. La ligne de distribution n'a rien à voir avec la ligne de transport qui va au Burkina Faso. Donc le client du Remblai est coupé, n'a pas d'électricité. Mais la ligne qui va au Burkina Faso n'a pas de problème. Donc, c'est vraiment ces deux choses vraiment qu'il faut séparer. On a investi dans de la capacité qu'on mobilise en totalité à la pointe de la consommation. En dehors de la pointe de consommation, on essaie de rentabiliser ces capacités installées. L'équilibre entre l'offre et la demande est un impératif parce que l'électricité est le moteur du développement. C'est une nécessité de la vie quotidienne. Des populations qui vous appellent le soir et qui vous disent qu'il n'a pas d'électricité, bon, c'est l'opérateur. Parce que l'opérateur a un cahier des charges précis. Ce n'est pas l'État qui va se substituer à l'opérateur. Ils lui ont signé une convention de concession, ils lui ont donné des obligations. C'est à l'opérateur de faire son travail. Si l'opérateur ne fait pas son travail, on lui tape sur les doigts. Pour améliorer la qualité de la fourniture d'électricité aux populations, le gouvernement ivoirien a lancé des projets comme le barrage hydroélectrique de Soubré. La capacité de production des centrales thermiques s'est accrue de 240 MW entre 2012 et 2014. Nous produisons environ 7000 gigawattheures l'année. D'accord? C'est environ 10% de cette énergie qui est aujourd'hui exportée. 10% de cette énergie qui est exportée. Donc ça va faire quoi? En termes de flux financiers, ça va faire à peu près 10% du chiffre d'affaires du secteur. Le chiffre d'affaires du secteur, nous devons être autour de 380 milliards de francs CFA. Actuellement, le taux de couverture en électricité est de 40% en Côte d'Ivoire. Le taux d'accès à l'énergie est de 76%. En 2013, la compagnie ivoirienne d'électricité
comptait 1 223 595 clients. Au Sénégal, la Sénélec avait 880 082 clients. De manière générale, le développement du réseau électrique n'a pas suivi le développement des villes. Conséquence, le prix de l'électricité est hors de portée pour beaucoup de ménages. Au Sénégal, le kilowattheure coûte 118 francs CFA. Depuis ces 6 dernières années, le taux d'augmentation du prix de l'électricité pour les petits consommateurs, ça veut dire ceux qui n'ont pas de frigo, tourne autour de 49%, et pour ceux qui ont un frigo et plus, c'est 89%. Le prix élevé de l'électricité pour la population favorise le phénomène de la fraude. À ce niveau, les experts recommandent des solutions innovantes comme la carte prépayée. On a une bonne politique d'électrification rurale. On va très vite. Comparativement aux autres, la Côte d'Ivoire a fait un gap. Mais je pense que, comme on disait, moi je pense qu'il ne faut pas comparer la Côte d'Ivoire. Je pense que nos références, ça doit être le Maghreb, ça doit être l'Afrique du Sud. Et si vous allez en Afrique du Sud, ou dans les pays anglophones, maintenant il y a des prépayés. Les prépayés sont un élément de lutte contre la fraude. Très, très, très efficace. Moi j'étais il n'y a pas longtemps à Kampala. Vous achetez une carte, vous chargez votre compteur. Et l'électricité vient. Et quand il n'y a plus d'électricité, vous allez recharger. Les pays d'Afrique de l'Ouest sont conscients des besoins des ménages ainsi que des industriels. Des réflexions sont menées pour élaborer des plans d'action sur le moyen et le long terme. Notre vision, c'est qu'en 2030, nous soyons à 50% maximum de thermique, au moins 40% d'hydraulique et une dizaine de pourcents d'énergie renouvelable. Notre cible à l'horizon 2020, c'est d'arriver à 4000 MW de puissance installée en Côte d'Ivoire. Le gouvernement ivoirien ambitionne d'électrifier 2012 localités entre 2011 et 2015. Le coût des branchements sociaux sera subventionné pour faire baisser le coût de raccordement qui est de 120 000 francs CFA. La solution durable au problème de fourniture d'électricité viendra de la CEDEAO. L'organisation sous-régionale a initié le West Africa Power Pool pour créer un véritable marché de l'énergie en Afrique de l'Ouest. Alors Lucien, depuis 6 ans, on l'a entendu au Sénégal, les tarifs de l'électricité sont en augmentation, 49% de plus pour les clients qui ne disposent pas de frigidaire et 89% de plus pour ceux qui disposent donc d'un frigidaire ou plus. Aujourd'hui, c'est extrêmement rare les gens qui n'en ont pas, donc les ménages qui n'en ont pas. Donc clairement, ici, l'offre est en inadéquation avec la demande. Oui, de toute façon, c'est un truisme que de dire que l'offre est en inadéquation avec la demande. La demande est beaucoup plus forte que l'offre, donc la production. Je crois que tous les pays africains ont vocation, le Sénégal bien sûr, à construire ce qu'on appelle un boulevard énergétique. Sauf que dans la construction du boulevard énergétique, il faut intégrer un certain nombre de facteurs dont il faut dynamiser, Les États, depuis les indépendances, quasiment pour la plupart des pays francophones, depuis les années 60, en fait, sont restés avec des systèmes d'installation datés de, je dirais, quasiment de la colonisation. Même si certains essaient d'apporter une forme de modernisation. Ça, c'est un premier élément de réflexion. Ensuite, ils sont partis du principe, en effet, au nom d'une certaine libéralisation, bien entendu, après les plans d'ajustement structurel, mais bien avant, qu'il fallait, en effet, pour être efficace, donner un certain nombre de concessions à des opérateurs économiques privés ou alors à des opérateurs économiques de type public. Sauf que ces opérateurs économiques, bien entendu, alimentent certains coins et n'alimentent pas d'autres. Alors les populations souffrent. Les populations souffrent parce que certaines d'entre elles se demandent pourquoi elles paient des tarifs prohibitifs, mais sont victimes, effectivement, des délestages. Alors, il y a des grandes réflexions. Vous savez, en Afrique, on est toujours dans la réflexion, la très grande réflexion, comme pour le PIDA, pour les infrastructures. On veut créer des boulevards énergétiques, c'est pour ça que j'ai commencé là-dessus, mais on n'arrive pas à apporter des réponses idoines aux problèmes que se posent à la fois les populations, mais aussi les industries.
l'Afrique, effectivement, est traversée par des cours d'eau, donc il y a un potentiel. Mais ce potentiel-là nécessite, en fait, une réflexion pour l'action. Or, souvent, on reste dans l'action, dans la réflexion, et on ne va pas vers l'action. Il y a aussi un autre... réunir les forces de production de la sous-région. Mais bien sûr, il y a un autre problème. un... Les villes africaines, bientôt, elles le sont déjà, les pays africains vont devenir de plus en plus urbanisés. Donc on va avoir, en effet, des populations qui vont s'entasser de plus en plus dans les villes. Et l'entassement dans les villes provoque une demande en termes d'électricité qui risque d'être relativement forte. Soit on apporte des réponses concrètes par rapport aux questions que se pose donc une démographie urbaine relativement importante, soit on continue, bien entendu, dans le système délestage. Je termine en disant, une des réponses adéquates d'abord, elle est nationale, c'est vrai, puisque la plupart des pays parlent mondialisation, mais agissent nationalement. Elle est d'abord nationale, sous-régionale et régionale. Alors, est-ce que la solution, Gratien, se trouve dans ces cartes prépayées qu'on a proposées dans le reportage ? Bon, les cartes prépayées, c'est juste pour que les sociétés soient remboursées, soient bien payées. Sinon, s'il n'y a pas de solution, la solution réside dans la construction des installations électriques, mais pas au niveau... Bon, je ne suis pas partisan des grands barrages, comme le Grand Inga, et d'ailleurs, qui provoquent beaucoup de problèmes au niveau écologique. Des micro-barrages et aussi tout ce qui est renouvelable. En fait, au niveau de l'électricité, Lucien il a parlé des villes et comme les villes vont se développer. Je suis quelqu'un qui défend beaucoup la campagne, le monde rural. Je pense qu'il faut penser aussi à ces paysans de la campagne qui n'ont pas d'électricité. On a l'impression qu'ils n'ont pas besoin d'électricité. Ils en ont besoin, mais ils ne l'ont pas parce que c'est la ville qui s'accapare presque 100% de l'électricité produite. C'est aussi la responsabilité de l'État, parce que vous avez parlé des zones rurales. Les zones rurales, il y a également la solution de mettre à leur disposition, par exemple, une source solaire d'électricité. Oui, les sources solaires, ce n'est pas seulement pour les zones rurales. Il faudra aussi pour les villes, il y a le vent, il y a le soleil en Afrique. Pourquoi pas aller construire? On parle de ces barrages qu'on construit qui prennent beaucoup d'argent, qui abîment la nature au niveau écologique. Il faut pratiquement raser des campagnes, des villages pour qu'on mette des barrages. Mais on peut installer des turbines. Il y a des éoliennes de nouvelle génération qui ne sont pas très grandes. Il y a aussi du solaire. On le fait au Maroc. On peut le faire aussi en Afrique subsaharienne, parce que ça coûte pas beaucoup et l'entretien n'est pas vraiment aussi... L'investissement est extrêmement élevé. Or, c'est amorti au bout de... Ça s'amortit rapidement et tout le monde peut faire des unités qu'on peut mettre à chaque petite ville ou des quartiers ou des villages, plutôt que de faire quelque chose de grand, qu'on va transporter l'électricité sur 100, 200, voire 1000 km. Or, on sait bien que l'électricité qui est transportée s'opère en cours de route. On va produire 10 000 mégawatts et on arrive pratiquement à 9 500 mégawatts. Il y a déjà une perte. Djemal, vous n'êtes pas d'accord avec l'analyse de Gratien? Oui, ça dépend. On en a déjà parlé, Gratien et moi. Si un continent, si un pays veut se développer, il maîtrise l'énergie. Il n'y a pas 10 000 choses à faire. Pour produire de l'électricité, vous n'avez pas 10 000 choix. Soit vous le faites de façon fossile, donc l'énergie thermique. Vous avez des centrales, vous les alimentez au fioul lourd ou au gasoil, ça coûte très cher. Soit vous avez des barrages immenses comme Inga, et vous êtes capable de produire beaucoup d'électricité à coût moindre, mais élevé quand même parce que l'investissement au départ est très lourd. Soit vous êtes capable de produire une centrale nucléaire, et à ce moment-là, avec tout ce que cela pose d'abord comme investissement, puis après, comme déchets et tout ce que cela comporte. Et problème d'entretien également. Ou alors, vous êtes capable de développer un parc d'énergie renouvelable en sachant qu'un mégawatt d'énergie renouvelable tourne autour de 2 millions de dollars. C'est-à-dire que tout ça est très élevé. Le continent africain représente, c'est ce que j'ai regardé en préparant cette émission, 15% de la population mondiale, 3% de taux de pénétration en électricité. C'est très bas, c'est très faible. Les besoins aujourd'hui se situent environ à 270 gigawatts, c'est-à-dire gigawatts, pas mégawatts. C'est-à-dire que multiplier tout ça par le nombre de mégawatts, multiplier tout ça par 2 millions de dollars,
Je crois que la Banque mondiale ou le NEPAD estiment les besoins environ pour que le taux de pénétration soit 65-66%, à plus de 40 milliards de dollars d'investissement. Je ne sais pas quel est le pays aujourd'hui ou quel est le continent, parce qu'il n'y a pas un continent, il y a plusieurs pays qui sont capables de le faire. Le NEPAD, certes... Les États-Unis souhaitent justement aider le continent avec un plan de 7 milliards. C'est ce que j'allais dire. Et donc ça pose donc un problème d'investissement. Le potentiel africain est là. Moi, contrairement à Gratien, je pense que INGA est une bonne chose. Le INGA, lui seul, est capable d'approvisionner, si jamais il tourne à son régime maximum, tout le continent africain. Plus de 100... Oui, évidemment. Plus de 100 000 mégawatts. C'est-à-dire que les problèmes du continent africain sont à peu près réglés. Or, il tourne aujourd'hui à quoi? Moins de 9 000. C'est-à-dire qu'il a un niveau INGA 3 gain très très bas. C'est-à-dire que le potentiel est possible, et si on veut absolument régler le problème, il est tout à fait possible de le faire. Il est aussi tout à fait possible de le faire par le renouvelable. La Banque africaine de développement a fait une étude et elle estime que le besoin autour de 9 000 mégawatts en renouvelable est possible. Il demande environ 4 à 5 milliards de dollars d'investissement. Mais tout cela est bien. Sauf que tout cela se fait sur un continent en général où il n'y a pas de continent, il n'y a pas de politique énergétique continentale. Il y a une politique énergétique par pays. Quand bien même vous faites un effort considérable pour donc produire, et je connais beaucoup de pays qui ont fait un effort assez considérable pour produire. Vous avez une difficulté après, c'est de le transporter. Vous avez une deuxième difficulté, c'est de le distribuer. Vous avez une troisième difficulté, c'est que quand vous avez un surplus, il faut le vendre ailleurs. Je connais un petit exemple qui fonctionne pas mal. Un petit pays que je connais pas trop mal, la Mauritanie en l'occurrence, a augmenté sa capacité de production jusqu'à vendre au Mali 20 mégawatts d'électricité. Ça rapporte un peu d'argent et il y a un petit réseau qui transporte tout cela. Demain, il y a une deuxième centrale qui va être développée et il va falloir transporter vers le Sénégal. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas de réseau entre la Mauritanie et le Sénégal. Et les zones rurales de la Mauritanie ne vont pas en bénéficier. Et donc voilà, ça pose une deuxième... Et c'était ça, la troisième question. C'est que quand bien même vous vendez chez les voisins, vous avez une difficulté, c'est que vendez chez vous aussi. Et donc, quand le pays est large et que l'espace est assez important, produire un réseau d'électricité ou faire un réseau d'électricité revient presque à faire une centrale électrique parfois plus chère. Et donc, la difficulté qu'on a sur le continent africain sont de tous les ordres. Et donc, évidemment, que si au demain on veut de la croissance plus, et je pense, moi, je l'ai toujours dit sur ce plateau, qu'il y a un vrai tournant de la croissance africaine, et que la croissance africaine, pour qu'elle soit pérenne, durable, forte et rapide, moi je pense, contrairement à Lucien, qu'elle a besoin d'être à 2 chiffres et pas un chiffre, pour qu'elle donne des résultats assez importants et que le continent africain, les pays du continent africain rattrapent les dragons. Et pour cela, je pense que l'énergie est l'un des facteurs importants. Quand vous êtes dans une ville comme Lagos, où le délestage coûte 1 milliard de dollars par mois, et une bonne partie de la ville n'est même pas approvisionnée, je mets de côté la consommation domestique, parce que là, elle est faible. Elle fait quoi? 30% de leur consommation globale. Ce qui est important en plus, c'est la consommation donc pour l'industrie. Et donc, quand vous n'êtes pas capable d'alimenter, y compris un hôtel, y compris parfois une administration, vous comprenez la difficulté. Est-ce que ce n'est pas plutôt, je dirais, un problème d'organisation par rapport aux sociétés, aux distributeurs, mais par rapport également aux États? Parce qu'on sait que le Maroc, en 10 ans, tout de même a réussi à électrifier jusqu'à 90% de l'espace territorial. Oui, il y a un problème d'organisation. On peut parler de Grand Inga, on peut construire le Grand Inga pour la RDC, mais demain, est-ce que l'État congolais de RDC pourra entretenir le Grand Inga? Il y a des barrages. Il faut que ce soit un projet régional, voilà, pas local. Oui, il y a un problème d'entretien. Même tout ce qu'on dit, le coût, pourquoi l'électricité coûte cher en Afrique? Ce n'est pas seulement parce qu'il a coûté au niveau des investissements, c'est surtout au niveau de l'entretien. On voit cet élément vestus mal entretenu, mal géré, que ça coûte cher. Mais on peut, disons, ne pas partir des grands barrages ou autres en disant que on encourage les gens, les privés même, pour produire du solaire ou de l'éolienne. On peut inventer aussi, créer en Afrique. Le solaire, il y a beaucoup de soleil en Afrique. Il ne faut pas qu'on s'attende que les Européens inventent, modernisent le solaire, alors que le soleil se trouve chez nous. On a des mathématiciens, il y a des gens, il faut qu'ils créent. Et avec ça, on peut créer des petites unités. Si on consomme la moitié ou un dixième, l'autre partie, on va le vendre et l'État va essayer de mettre en commun. Et de cette façon, l'investissement est fait par les particuliers, l'État en profite
Et les zones, que ce soit les villes, les campagnes, peuvent être électrifiées avec ces initiatives qui ne coûtent pas cher. On va revenir au Sénégal avec vous, Lucien. On a l'impression quelque part que le Sénégal est entré dans un cercle vicieux par rapport au secteur énergétique, parce qu'on sait que les installations sont vétustes, vous l'avez dit, elles datent depuis parfois 40, 50 ans et plus. Et ces problèmes que rencontrent les installations sont directement répercutés sur les prix et donc aux grandes dames des consommateurs et également des industries, de l'entrepreneuriat, etc. Parce qu'il n'y a pas de développement s'il n'y a pas d'énergie et de croissance. Bien sûr. Le problème des pays africains, c'est que, ils postulent tous l'industrialisation. Ils postulent tous le fait qu'il faut être dans une économie de marché. Sauf qu'ils ne s'en donnent pas ni les moyens intellectuels, ni les moyens pratiques pour être dans cette économie de marché. Donc, on arrive, si vous voulez, avec des effets collatéraux et des externalités négatives. C'est-à-dire que on fait fonctionner ici des systèmes productifs de production de l'électricité, mais qui n'avantage ni les populations, parce qu'elles en souffrent en termes de bien-être, ni les industries, parce que, elles n'ont pas suffisamment d'énergie, bien entendu, pour pouvoir se développer. Dans le reportage, il a été mis l'accent sur un marché, sur la création d'un pool énergétique, d'un marché. La question fondamentale est d'abord politique, c'est-à-dire que le Sénégal tout seul, ne peut pas réaliser ce type de marché. Donc, il faut, en effet, une organisation autour du Sénégal, des pays environnants, pour pouvoir aller vers la création de ce marché. Alors, ça, c'est peut-être dans le long terme. On peut aussi raisonner sur le court moyen terme, c'est-à-dire faire un regroupement, faire venir des opérateurs, bien entendu, qui agissent dans les différents pays, en même temps, ce qui permet de mutualiser les coûts et d'abaisser éventuellement les prix. Mais ça nécessite effectivement un débat, une prise d'opposition de la part des responsables politiques et une négociation pour négocier pied à pied avec l'opérateur. Ce que ne font pas souvent la plupart des pays africains qui postulent la mutualisation, qui postulent l'Union africaine, qui postulent l'Union régionale, l'unité régionale, mais dans les faits, ils essaient de s'en sortir tout seuls. Mais tout seul, c'est vrai. On peut apporter des réponses, mais ce sont des réponses de court moyen terme. Or, le développement, l'émergence qui conduit à l'industrialisation, même si j'aime pas le concept d'émergence qui pour moi n'est que politique, effectivement, ici, nécessite de l'énergie. On va passer, je vais vous rappeler les principaux titres de l'actualité à retenir. Cela fait plus depuis le 17 avril dernier que ça dure. L'Assemblée nationale nigérienne est paralysée en cause d'une mésentente entre l'actuel président de l'Assemblée issu de l'opposition, Hama Amadou, et les députés de la majorité. Ces derniers souhaitent modifier le règlement interne de l'Assemblée pour que désormais le président soit élu chaque année. Et au cours d'une cérémonie à Brazzaville, les meilleurs élèves de mathématiques du Congo ont été primés. Ils sont 9 à avoir été récompensés à l'issue de ce concours organisé par la Société mathématique du Congo. Nous allons marquer une courte pause dans l'Africa News. On va suivre direction le Maroc avec l'édition 2014 de Kaftan et les fonds que compte investir le Mali dans le secteur agricole. Restez avec nous.